Je m'appelle Finn, j'ai 28 ans et je gagne ma vie en écrivant du logiciel. Ma vie est simple, coder, m'entraîner, passer du temps avec un cercle restreint d'amis. Rien de chaotique, rien de vide. Je ne suis pas le genre à briller en société, mais je suis à l'aise avec qui je suis. Il y a environ un an, un ami commun me présente Nora. Elle a 26 ans et travaille dans une association qui aide réellement les gens. Dès notre première rencontre, quelque chose me frappe. Elle est brillante, sûre d'elle, parle avec clarté et conviction, sans jargon creux. Nous discutons bien au-delà des banalités. Elle dégage une intensité naturelle, une sincérité rare. Elle semble vraiment vouloir améliorer le monde, pas simplement s'en plaindre. C'est cette honnêteté qui m'attire. Nous commençons à sortir ensemble et les premiers mois sont incroyables. Une relation qui semble trop parfaite pour être vraie. Complicité, alchimie, découverte partagée. Elle m'ouvre à de nouvelles musiques, de nouveaux plats, de nouvelles manières de penser. Sa vision est fortement influencée par le féminisme contemporain. Au début, je trouve ça stimulant. Je suis curieux, ouvert aux idées. Elle me fait remarquer des clichés dans les films, des messages dans les chansons. Je découvre des angles auxquels je n'avais jamais pensé. Je me considère comme quelqu'un de respectueux. J'ai toujours cru à l'égalité. Je me dis que nous sommes alignés, avec des mots différents. Les premiers signes de malaise sont si discrets que je ne les reconnais pas comme tels. C'est une sensation diffuse, comme un changement de température. Un jour, dans un magasin de bricolage, je compare deux perceuses et je dis que l'une semble plus puissante et robuste. Son sourire disparaît instantanément. Elle devient froide. Le soir, elle m'explique que mon langage est problématique, que parler de puissance et de robustesse alimente une masculinité toxique, une manière inconsciente pour les hommes d'affirmer leur domination. Je suis stupéfait. On parle d'un outil, mais je veux préserver la paix. Je lui dis que je comprends et que je ferai attention. Aussitôt, elle redevient chaleureuse, affectueuse. Elle m'embrasse, me félicite de ma capacité à évoluer. Cette nuit-là, elle est passionnée. Sur le moment, je n'y vois qu'un désaccord un peu étrange, réglé. Le schéma se répète. De plus en plus souvent, j'appelle ça le système d'approbation. Mon affection dépend de la justesse de mes opinions. Les règles sont implicites et changent sans cesse. Un soir, je regarde un film d'action de mon enfance et je dis que le héros est génial. Erreur. Je subis une longue leçon sur le complexe du sauveur et l'émotion refoulée glorifiée par le patriarcat. Quand je tente de nuancer, le froid s'installe. Elle ne me parle plus, se couche sans me toucher. Je comprends que toute tendresse est suspendue. À l'inverse, quand j'emploie les bons termes, quand je valide ses analyses, l'effet est immédiat. Elle me félicite, m'embrasse, me désire. J'ai réussi l'examen. Je commence à filtrer chaque phrase avant de parler. Est-ce toxique? Est-ce acceptable? Est-ce l'opinion correcte? C'est épuisant. La relation ressemble à une période d'essai permanente. Mes amis remarquent que je change. L'un d'eux me dit que je marche sur des œufs. Je n'arrive pas à expliquer. Dire que ma compagne me prive d'affection pour un adjectif mal choisi paraît absurde. Le contrôle s'étend à tout. La vaisselle, la cuisine, chaque geste devient un prétexte à corriger mes défauts masculins. Mes efforts ne sont jamais des contributions, seulement des occasions de m'éduquer. L'intimité n'est plus une expression spontanée d'amour. C'est une monnaie, une récompense, un outil de conditionnement. Je sais au fond de moi que quelque chose cloche, mais je me persuade qu'elle est simplement passionnée, que ses intentions sont bonnes. Je m'accroche au souvenir de la femme du début. Je finis par aimer une image, pas la personne réelle. Je me tais de plus en plus. Le silence est sûr. Je réduis mon monde pour éviter sa désapprobation. Puis ses parents viennent passer un week-end. Je joue le rôle parfait. Terminologie impeccable, soutien constant. Il m'adore. Et durant ces 2 jours, Nora redevient douce, fière, aimante. Dès qu'ils repartent, tout s'effondre. Une remarque maladroite suffit pour que la chaleur disparaisse.
Cette nuit-là, allongé dans le noir, je ressens un désespoir profond. Quoi que je fasse, ce ne sera jamais juste. Les règles changent sans cesse. Et pourtant, je reste, par peur de recommencer ailleurs, par espoir, nourri par quelques rares moments de complicité. Avec le recul, tout son univers repose sur le pouvoir. Elle voit des rapports de domination partout et les reproduit chez nous. Dans sa version, c'est elle qui domine. Elle ne cherche pas l'égalité, mais la victoire. Elle ne veut pas un partenaire, mais un allié docile. Et l'intimité est son levier principal. Je mets longtemps à comprendre la vérité simple. Je suis manipulé. Ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de contrôle. Ma confiance s'effondre. Je commence à croire que je suis défectueux, que j'ai besoin de sa guidance pour être quelqu'un de bien. Je me sens isolé, enfermé dans une réalité à deux. Le point de rupture n'arrive pas lors d'une dispute spectaculaire, mais un soir banal, en pleine crise professionnelle. Mon travail, jusque-là stable, devient soudain un véritable étau. Je dirige un projet majeur depuis près d'1 an. À quelques jours de la livraison finale, nous découvrons une erreur catastrophique dans le code fourni par un prestataire externe. Ce n'est pas un bug mineur, mais un défaut fondamental qui menace tout le projet. Des mois de travail risquent de s'effondrer. En tant que responsable, tout repose sur moi. Mon patron, habituellement raisonnable, est clair. Si nous ne trouvons pas de solution, les conséquences seront graves. Pour l'entreprise, comme pour ma carrière, la pression est écrasante. Pendant 2 jours, je dors à peine. Mon équipe et moi travaillons sans relâche, portés par le café et l'adrénaline. Je suis vidé, mentalement et émotionnellement. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi et trouver un refuge. Retrouver ma partenaire. Quand j'entre dans l'appartement, je me sens comme un fantôme. Nora est dans le salon, en train de lire. Elle voit immédiatement que quelque chose ne va pas. Je n'ai ni l'énergie ni la force de filtrer mes mots. Je m'assois, la tête dans les mains, et je lui raconte tout. L'erreur, la pression, la peur d'échouer, de décevoir mon équipe, de voir ma carrière s'effondrer. Je ne cherche ni solution, ni conseil. J'ai juste besoin d'un geste simple, d'un soutien. Je suis à bout, complètement vulnérable. Je la regarde, attendant un signe, une connexion. Elle ferme son livre et le pose soigneusement. Son visage est calme, presque clinique. Elle commence à parler, mais ce n'est pas du réconfort. C'est une analyse. Elle m'explique que mon stress est le produit d'un environnement technologique hyper compétitif et dominé par les hommes. Que ma peur de l'échec vient d'une définition patriarcale de la valeur masculine liée au succès professionnel. Elle ajoute que cette situation est une occasion pour moi d'examiner mes privilèges, de comprendre que même menacé, mon poste reste inaccessible à beaucoup de femmes. Chaque phrase me transperce. Je reste figé. Ce n'est ni un débat ni une discussion intellectuelle. C'est ma vie qui vacille, et elle la traite comme une étude de cas. Je finis par murmurer que je ne suis pas un concept, que je suis son compagnon et que je m'effondre. Je lui demande de laisser les théories de côté, juste pour une nuit. Je la supplie presque d'être avec moi. Elle me regarde avec déception, comme si j'avais échoué à l'épreuve ultime. Sa voix est calme quand elle me dit qu'elle ne peut pas apaiser ma fragilité masculine. Que me réconforter renforcerait les systèmes qu'elle combat. Que le vrai soutien consiste à m'élever vers une conscience supérieure de ma situation. Je sens le dernier reste de chaleur me quitter. Elle se lève et m'annonce qu'elle va dormir dans la chambre d'amis pour me laisser l'espace nécessaire afin de traiter mes émotions de manière constructive. Puis elle s'en va, me laissant seul sur le canapé. Je reste là longtemps, dans le silence, avec le bourdonnement du réfrigérateur. Il n'y a ni colère, ni tristesse. Le stress du travail a disparu, remplacé par un vide immense. La vérité s'impose. La personne que j'aimais n'existe pas. J'étais en couple avec une idéologie. Et face à l'humain vulnérable que j'étais, l'idéologie a gagné. Elle gagnera toujours. Quelque chose ne se brise pas en moi. Ça s'éteint.
Mon désir de lui plaire, ma peur de son rejet, mon espoir de son affection disparaissent d'un coup. Je comprends que je ne suis pas son partenaire, mais son projet, et que je viens d'être déclaré inadéquat. Pour la première fois depuis longtemps, je ressens une forme de paix. Le jeu est terminé, je ne joue plus. Cette nuit-là, je dors profondément. Le problème au travail est toujours là, mais le chaos émotionnel constant a disparu. Le lendemain matin, je me réveille léger. Nora est dans la cuisine. Elle tente de lancer une conversation. Elle me demande si je vais mieux. Je réponds simplement que nous gérons la situation, sans émotion. Je prends un café et je pars. Quand elle me dit que nous devons parler de la veille, je lui réponds qu'elle a été claire sur sa position. Au travail, la journée est éprouvante, mais mon esprit est étonnamment clair. Libéré du bruit mental lié à Nora, je me concentre pleinement. Une solution commence à émerger, complexe, risquée, mais viable. Mon équipe et moi avançons avec un nouvel élan. Je rentre tard. Nora a préparé le dîner. Bougies, musique douce, mon plat préféré. Une scène parfaitement orchestrée. Autrefois, j'aurais fondu. Cette fois, je vois la manœuvre. Je mange, poli, distant. Elle s'excuse. Une excuse parfaite, calibrée. Les mots glissent sur moi sans effet. Après le repas, elle se rapproche, pose sa main sur ma jambe, le signal habituel, la punition est levée, la récompense revient. Je ne réagis pas. Quand elle tente de m'embrasser, je détourne la tête. Je lui dis calmement que je suis fatigué et que je vais me coucher. La confusion sur son visage est totale, comme un système qui ne répond plus à une commande. Dans le lit, elle tente encore. Je lui dis que je n'ai pas envie. Ma voix est ferme, sans colère. Elle se replie, désorientée. Pour moi, il n'y a que le calme. Les jours suivants, elle redouble d'efforts. Gentillesse, soutien, messages encourageants, aucune critique, une avalanche d'attention. Mais c'est trop tard. Je vois que ce n'est pas un changement sincère, seulement une tentative de réparer son levier de contrôle. Finalement, nous sauvons le projet, juste à temps. Le soulagement est immense. Mon patron me félicite. Je rentre chez moi plus léger que je ne l'ai été depuis longtemps. Nora célèbre la victoire, comme si elle y avait contribué. Le contraste est presque étouffant. Plus tard, elle tente une dernière fois de renouer physiquement. Je refuse encore. C'est là que sa confusion se transforme en frustration. Elle me reproche de la traiter comme une étrangère, malgré son soutien. Je lui demande simplement si c'est vraiment le cas. Elle comprend. Elle essaye alors de reprendre le contrôle par l'idéologie. Documentaire, débat, attente, implicite. Je réponds par des phrases neutres, sans engagement. Je refuse d'entrer dans le cadre. Elle perd son pouvoir. La tension change de nature. Ce n'est plus ma chute qui approche, c'est celle de son système. Je retrouve un ami. Il me dit que je suis redevenu moi-même. C'est plus réconfortant que toutes les récompenses conditionnelles que Nora m'a données. De retour à l'appartement, je sens que quelque chose se prépare. Le week-end suivant, elle passe à l'attaque. Je suis assis sur le canapé, en train de lire, savourant le calme. Nora se place devant moi, bras croisés, visage fermé. Elle dit qu'il faut parler. Ce n'est pas une invitation. Je pose mon livre. Elle se lance dans une longue tirade, froide, méthodique. Elle m'accuse de comportement passif-agressif. Elle affirme que mon refus d'intimité est une forme de manipulation, du stonewalling. Selon elle, je me sers du silence pour la punir, ce qui relèverait de la maltraitance émotionnelle. Elle explique que mon retrait est une preuve de masculinité toxique et de mon incapacité à supporter une femme forte et autonome. Elle utilise tout son arsenal théorique contre moi. Chaque concept qu'elle m'a enseigné devient une arme. Avant, j'aurais tenté de me défendre, de prouver que je n'étais pas ce monstre. Cette fois, je me contente d'écouter. Les mots n'ont aucun effet. Ils ne m'atteignent pas. Je comprends qu'elle ne parle pas à moi, mais à une figure abstraite qu'elle a créée. Quand elle s'arrête enfin, elle attend ma réaction.
Des excuses, de la culpabilité, une soumission quelconque. Je reste silencieux un moment, puis je lui demande simplement si elle a terminé. La question la déstabilise. Je répète, calmement, que je veux être sûr qu'elle a tout dit. Je me lève et je lui fais face. Je lui dis qu'elle se trompe. Ce n'est ni une manipulation, ni une tactique, ni un abus. C'est une conséquence. Elle ne comprend pas. Alors je lui explique, sans colère, avec une clarté froide. Je lui dis qu'elle m'a appris comment fonctionne notre relation, un système de récompense et de punition. L'affection et l'intimité ne sont jamais offertes librement, elles sont conditionnelles. Elles récompensent les opinions validées, le langage correct, le comportement approuvé. Je vois la peur apparaître dans son regard. Je continue. Je lui dis qu'elle m'a appris que mes émotions et mes difficultés passent après son cadre idéologique, que ma douleur doit être analysée, pas apaisée. Je lui rappelle la nuit où ma carrière était en jeu, où je suis venu chercher du soutien. Je n'ai pas demandé une leçon, j'ai demandé ma partenaire. Ce soir-là, elle m'a évalué et m'a jugé insuffisant. Je lui dis qu'elle m'a puni en se retirant, en me laissant seul. Qu'elle m'a montré clairement qu'au moment où j'avais le plus besoin d'elle, je ne méritais pas son réconfort. Je marque une pause, puis je lui dis que j'ai appris la leçon. Parfaitement. Je ne cherche plus à gagner la récompense. J'accepte le résultat de l'examen. Je vis avec les conséquences, exactement comme elle me l'a appris. Je la regarde droit dans les yeux et je lui dis qu'elle n'est privée de rien. Qu'elle n'obtient simplement plus la transaction qu'elle attend, parce que la personne avec qui elle faisait ce marché n'existe plus, le contrat est rompu. Ce n'est pas de l'agressivité passive, c'est l'acceptation des règles qu'elle a elle-même instaurées. Le silence est total, toute sa construction intellectuelle s'effondre. La colère disparaît de son visage, remplacée par une prise de conscience brutale. Cette fois, ses larmes sont réelles. Elle comprend enfin. Elle ne fait pas face à un compagnon en colère, mais à un vide. L'homme qui l'aimait et cherchait son approbation a disparu, et c'est elle qui l'a effacé. Elle murmure mon prénom, comme une supplique. C'est trop tard. Le mécanisme est irréversible. Je la regarde, et, pour la première fois, je ne vois ni une professeure, ni une juge, ni une gardienne. Je vois une femme perdue qui a bâti une prison pour deux et s'y retrouve seule. Je ressens une pointe de compassion, distante, sans amour. Elle a échangé l'amour contre le contrôle et a tout perdu. Je vais dans la chambre et je commence à faire un sac. Le jeu est terminé. Et j'ai gagné simplement en refusant d'y jouer.